Maman, envoie-moi la clé de la maison de la plage. C'est comme ça que mon fils m'a parlé après ne pas m'avoir invité à son mariage. Il voulait passer sa lune de miel dans la maison que j'ai payée avec 20 ans de travail et de sacrifice. J'ai simplement souri, j'ai raccroché, et 2 jours plus tard, le cadeau que j'ai laissé devant sa porte a fait hurler sa femme sans s'arrêter. Je m'appelle Marisla Vasquez et j'ai 66 ans. Cet appel de Raoul m'a brisé le cœur, mais il m'a aussi ouvert les yeux pour toujours. Voir ton unique fils, que tu as élevé avec tant d'amour et de sacrifice, te parler comme si tu étais son employé, ça fait plus mal que n'importe quelle trahison. Je suis né dans un petit village où j'ai appris que le travail dur et la dévotion à la famille sont les choses les plus sacrées qui existent. Dès mon plus jeune âge, j'ai travaillé en nettoyant les maisons des autres pour que mes enfants ne manquent de rien. Mes mains se sont abîmées à force de frotter des sols, mes genoux se sont usés à force de m'agenouiller pour nettoyer des toilettes qui n'étaient pas les miennes, mais chaque dollar que je gagnais, je l'investissais dans l'avenir de mes enfants. Raoul était mon unique fils, le plus jeune de mes 3 enfants. Depuis petit, il montrait de l'intelligence et de l'ambition. Je faisais des doubles journées pour payer ses études universitaires, pour lui acheter les vêtements dont il avait besoin, pour qu'il ne ressente jamais de honte à cause de nos origines modestes. J'ai vendu les bijoux que ma mère défunte m'avait laissés pour payer ses études en administration. J'ai contracté des prêts que j'ai mis des années à rembourser, juste pour qu'il puisse obtenir son diplôme sans dette. Quand Raoul a trouvé son premier emploi dans une grande entreprise, j'ai pleuré de joie. Voir mon fils en costume, avec sa mallette, monté dans sa voiture neuve, me remplissait de fierté. Tout ce sacrifice avait valu la peine. Il était mon plus grand accomplissement, la preuve qu'une mère célibataire pouvait élever ses enfants avec dignité et amour. Avec les années, j'ai réussi à acheter une petite maison à la plage. Ce n'était pas luxueux, mais elle avait vue sur la mer et c'était mon refuge. J'ai travaillé comme une forcenée pendant 20 ans pour la payer. J'y allais le week-end quand la fatigue me rattrapait, quand j'avais besoin d'écouter les vagues et de me rappeler pourquoi tant d'efforts en valaient la peine. Cette maison représentait tout mon travail, mes sacrifices, mes rêves réalisés. Il y a 3 ans, Raoul a rencontré Claudia à son travail. Elle venait d'une famille riche, instruite, avec un nom de famille qui sonnait important. Dès le premier jour où il l'a amenée à la maison, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans ses yeux quand elle me regardait. Ce n'était pas du mépris ouvert, mais quelque chose de plus subtil, une manière de sourire qui n'atteignait pas ses yeux, une façon de me parler polie mais glaciale. Au début, j'ai pensé qu'elle était juste nerveuse, peut-être intimidée de rencontrer la famille de son petit ami. Mais avec le temps, cette froideur est devenue pire. Claudia avait une manière bien à elle de me faire sentir invisible dans ma propre maison. Quand je parlais, elle regardait son téléphone. Quand je cuisinais, elle disait avoir l'estomac fragile. Quand je racontais une histoire sur Raoul petit, elle bâillait discrètement. Et le pire, c'était de voir mon fils changer. Raoul, qui m'appelait tous les jours, passait maintenant des semaines sans donner de nouvelles. Raoul, qui venait déjeuner avec moi le dimanche, avait toujours des plans plus importants. Raoul, qui me demandait conseil, me traitait désormais comme si mon avis ne valait rien. La première fois que Claudia m'a manqué de respect directement, c'était lors d'un dîner de famille. J'avais préparé du mole, le plat préféré de Raoul depuis qu'il était petit. J'avais passé toute la journée en cuisine à acheter les meilleurs ingrédients possibles avec mon budget. Quand j'ai servi l'assiette, Claudia l'a goûté et a dit « C'est trop épicé pour moi ». Chez mes parents, la nourriture est plus raffinée. Raoul n'a rien dit. Il a continué à manger comme si les paroles de sa fiancée n'avaient pas blessé sa propre mère. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à me demander ce que j'avais mal fait, où j'avais échoué comme mère, pourquoi mon fils, que j'aimais tant, permettait qu'on me traite ainsi chez moi. Mais j'avais encore l'espoir que les choses s'améliorent. Je croyais encore que l'amour pouvait être plus fort que toute influence extérieure. Comme je me trompais. Les mois suivants, c'était comme marcher sur du verre brisé. Chaque visite de Claudia apportait une nouvelle humiliation déguisée en courtoisie. Elle avait un talent particulier pour me faire sentir petite sans rien dire d'ouvertement insultant. Ses remarques semblaient toujours innocentes, mais chaque mot était comme une aiguille dans mon cœur de mère. « Oh, Marisla, ton salon est charmant. » Très pittoresque, disait-elle en regardant mes meubles comme s'ils venaient d'un musée. Des meubles que j'avais achetés avec tant d'efforts, en travaillant des heures supplémentaires pour les payer. Chez mes parents, on a un décorateur professionnel, mais ça a son charme rustique, ajoutait-elle avec ce faux sourire que je connaissais bien. Raoul restait silencieux.
Mon fils, qui autrefois défendait tout ce qui m'appartenait avec passion, semblait maintenant avoir honte de ses origines. Quand je racontais comment j'avais travaillé pour lui acheter ses livres universitaires, il changeait vite de sujet. Quand je montrais les photos de sa remise de diplôme, où je portais ma plus belle robe jaune, il les rangeait comme si c'était une preuve gênante. La première fois qu'ils sont venus ensemble à ma maison de la plage, j'ai cru que les choses iraient mieux. Je pensais que la mer pouvait attendrir les cœurs les plus durs. J'ai tout préparé avec amour. J'ai nettoyé chaque recoin. J'ai acheté les plats préférés de Raoul. J'ai mis des fleurs fraîches dans tous les vases. Claudia est arrivée avec d'énormes lunettes de soleil et un chapeau qui coûtait plus qu'une semaine de mon salaire. Elle s'est assise sur ma terrasse comme une reine inspectant un territoire conquis. C'est petit, a-t-elle dit en premier, mais pour une personne, ça va. Une personne, comme si j'étais moins qu'une famille entière. Ma maman a travaillé 20 ans pour acheter cette maison, a dit Raoul, mais sa voix sonnait comme une excuse plutôt qu'une défense. C'est admirable, a répondu Claudia avec son sourire qui ne touchait pas ses yeux. Mais j'imagine que maintenant que tu n'en as plus autant besoin, tu pourrais envisager de la vendre. Les propriétés à la plage ont de la valeur et vous pourriez investir dans quelque chose de plus moderne. La vendre, mon refuge, mon lieu sacré, ma récompense après tant de sacrifices. Et le pire, c'était de voir Raoul avoir l'air d'y réfléchir sérieusement. Je ne crois pas que ce soit le moment d'en parler, ai-je dit en essayant de rester calme. Bien sûr, a dit Claudia. Ce n'était qu'une idée. C'est juste que parfois, les personnes âgées s'accrochent au passé sans penser à l'avenir de leurs enfants. Personnes âgées. Elle parlait de moi comme d'une vieille sénile incapable de prendre des décisions. J'avais 66 ans, pas 90. Je travaillais encore, je payais mes factures, j'étais totalement indépendante. Mais pour elle, je n'étais qu'un poids du passé qui empêchait son petit ami d'avancer. Les dîners de famille sont devenus des champs de bataille silencieux. Claudia arrivait toujours habillée comme pour un gala, avec des robes chair rose ou vert émeraude, et des bijoux qui brillaient plus que les lumières de ma salle à manger. Même avec mes plus beaux vêtements, je me sentais comme une domestique chez moi. Elle parlait de restaurants chics où ils avaient dîné, de voyages en Europe qu'ils prévoyaient, de gens influents qu'elle connaissait. Tout était fait pour me rappeler la différence entre nos mondes. Ce serait bien d'avoir une maison plus grande quand on aura des enfants, disait-elle à Raoul en me regardant du coin de l'œil. Un endroit où les enfants pourraient grandir avec plus d'opportunités. Plus d'opportunités. Comme si j'avais privé mon fils d'un meilleur avenir, comme si tous mes sacrifices n'avaient pas suffi. Raoul hochait la tête sans me regarder. Mon fils, qui autrefois me consultait pour tout, planifiait désormais sa vie comme si je n'existais pas. Un jour, ils sont arrivés chez moi et Claudia portait une bague de fiançailles qui brillait comme une étoile. Elle la montrait à tout le monde, sauf à moi. Quand je l'ai finalement vue, je n'ai pas pu m'empêcher de demander, et le mariage, c'est pour quand? Ce sera quelque chose d'intime, a dit Raoul en évitant mon regard. Seulement la famille proche. Seulement la famille proche. Moi, sa mère, celle qui l'a mis au monde, qui l'a élevé seule, qui s'est sacrifiée 20 ans pour lui. Apparemment, je n'étais pas de la famille proche. Le silence qui a suivi était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Je suis sûr que tu comprendras, Marisla, a dit Claudia avec cette voix douce qu'elle utilisait pour insulter. Nous voulons quelque chose de très sélect, très élégant. Tu sais comment sont ces choses-là dans notre classe sociale. Notre classe sociale, pas celle de Raoul, qui avait grandi en mangeant des haricots et du riz pendant que je travaillais pour le nourrir. Notre classe sociale, comme s'il lui avait toujours appartenu à ce monde de privilèges que je n'ai jamais pu lui donner, mais qu'il embrassait maintenant en reniant tout son passé. Ce soir-là, après leur départ, je me suis assise dans ma cuisine et j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de ma mère. Ce n'était pas seulement de la douleur, c'était un mélange de colère, de déception et d'une tristesse si profonde que ma poitrine me faisait mal physiquement. J'avais travaillé tout ça pourquoi? Pour élever un fils qui avait honte de moi, pour qu'une jeune femme gâtée vienne chez moi et me traite comme si je n'étais rien. Mais j'avais encore de l'espoir. Je croyais encore que le jour du mariage, Raoul se rappellerait qui avait toujours été là pour lui, qu'il m'appellerait en pleurant, en s'excusant, en me demandant d'être à ses côtés pour le plus beau jour de sa vie. Quelle idiote j'étais. Le mariage approchait comme une tempête que je voyais venir, mais que je ne pouvais pas arrêter. Raoul venait de moins en moins à la maison, et quand il le faisait, il avait l'air d'un étranger venu par politesse.
Nos conversations se limitaient à des questions basiques sur ma santé et à des commentaires sur le temps qu'il faisait. Mon fils, qui autrefois me racontait même ses rêves, était devenu un inconnu poli qui me traitait comme une voisine lointaine. 2 semaines avant le mariage, j'ai décidé de tenter une dernière conversation avec lui. J'ai préparé son plat préféré, des tamales sucrés, comme ceux que je faisais quand il rentrait affamé de l'école. Les mêmes tamales qu'il demandait à chaque anniversaire et qu'il apportait fièrement aux fêtes de l'école pour partager avec ses amis. Quand il est arrivé cet après-midi-là, il était seul. Cela faisait des mois que je ne l'avais pas vu sans Claudia accrochée à son bras comme une ombre élégante et froide. J'ai pensé que c'était mon opportunité, mon moment pour retrouver mon fils. « Ça sent bon, maman », a-t-il dit. Et pendant une seconde, il a été l'enfant que je me rappelais. Nous nous sommes assis pour manger en silence. J'attendais qu'il parle, qu'il me dise quelque chose sur le mariage, qu'il m'explique pourquoi il avait pris cette décision si douloureuse. Mais il mangeait machinalement, regardant son téléphone toutes les quelques minutes. « Raoul, lui ai-je dit finalement, nous devons parler du mariage. » Il s'est immédiatement tendu, a posé sa fourchette sur l'assiette et a soupiré, comme si j'étais un problème de plus à régler dans sa journée chargée. « Maman, on en a déjà parlé. C'est une cérémonie petite, très privée. Claudia veut quelque chose d'intime. »« Et moi, je suis quoi ?» ai-je demandé d'une voix brisée. « Je ne suis pas intime. Je ne suis pas importante dans ta vie ? » ?»« Ce n'est pas ça, » a-t-il répondu, mais il ne me regardait pas dans les yeux. « C'est juste, compliqué. La famille de Claudia est très particulière. Ils avaient des traditions très spécifiques, des traditions qui ne m'incluaient pas, des traditions qui effaçaient mon existence de la vie de mon fils, comme si j'étais une tache dans son histoire, comme si 26 ans d'amour, de sacrifice et de dévouement ne valaient rien face aux exigences sociales d'une jeune femme capricieuse. « Tu sais quelle tradition j'ai, moi, lui ai-je dit, la voix tremblante mais ferme. La tradition d'avoir travaillé à 2 emplois pour te payer l'université. La tradition d'avoir tout vendu pour que tu puisses avoir ce que je n'ai jamais eu. La tradition de t'avoir aimé inconditionnellement chaque jour de ta vie. » Raoul s'est agité, mal à l'aise, sur sa chaise. Pour la première fois depuis des mois, il m'a regardé dans les yeux, et ce que j'y ai vu m'a brisé le cœur. Ce n'était pas de l'amour filial, ni de la reconnaissance, ni même de la culpabilité, c'était de l'agacement. Mon fils me voyait comme un problème, comme un poids émotionnel qui compliquait sa nouvelle vie parfaite. « Maman, ne dramatise pas », a-t-il dit avec cette nouvelle voix qu'il avait adoptée. Une voix qui sonnait exactement comme celle de Claudia. « Tu sais que je t'aime, mais ma vie est différente maintenant. J'ai d'autres responsabilités, d'autres engagements. D'autres engagements, comme si j'étais un engagement facultatif dont il pouvait se débarrasser quand ça l'arrangeait. Comme si le lien entre une mère et son fils pouvait se couper quand il n'était plus socialement utile. « Tu as honte de moi ?» lui ai-je demandé directement. Le silence qui a suivi a été la réponse la plus claire que j'aurais pu recevoir. Raoul n'a pas dit « non ». Il ne s'est pas indigné de la question. Il ne m'a pas assuré que j'étais folle de penser ça. Il est simplement resté silencieux, regardant ses mains, cherchant les mots les plus doux pour me blesser. « Ce n'est pas ça, maman », a-t-il fini par dire. « C'est que ta façon d'être, ta façon de parler, est très différente de celle des gens avec qui je fréquente maintenant. Claudia et sa famille sont très sophistiqués, ils ont des attentes très élevées. Des attentes que je ne remplissais pas. Ma façon d'être, forgée par des années de travail honnête et d'amour inconditionnel, n'était pas assez sophistiquée pour le nouveau monde de mon fils. Ma façon de parler, directe et sincère, ne collait pas avec l'hypocrisie élégante de sa nouvelle classe sociale. « Je comprends », lui ai-je dit, même si à l'intérieur je me brisais. « Je comprends parfaitement. » Il est parti ce soir-là avec un sourire soulagé, comme s'il avait réglé un problème gênant. Il m'a embrassé sur la joue comme on embrasse une tante éloignée et m'a dit qu'il m'appellerait après la lune de miel. Après la lune de miel, il n'allait même pas m'appeler pour me raconter comment s'était passé son mariage. Les jours suivants se sont écoulés comme dans une brume douloureuse. Je continuais ma routine, travailler, nettoyer, cuisiner, mais tout semblait vide. Chaque fois que le téléphone sonnait, mon cœur bondissait en espérant que ce soit Raoul qui changeait d'avis, qui me demandait pardon, qui m'invitait à son mariage, mais ce n'était jamais lui. Le jour du mariage, il faisait beau et ensoleillé. Je savais l'heure exacte de la cérémonie, car j'avais entendu Claudia en parler lors d'une de ses visites. À 17 h, mon fils se marierait, et moi,
je serais à la maison, seule, comme une étrangère sans importance dans sa vie. Je me suis habillé avec mon plus beau costume vert, celui que j'avais acheté pour les grandes occasions. Je me suis coiffé avec soin, j'ai mis un peu de maquillage, je ne savais même pas pourquoi je le faisais. Peut-être que c'était un acte de résistance, une façon de garder ma dignité, même si personne ne me voyait. Je me suis assise dans mon salon à 17h pile et j'ai imaginé mon fils à l'autel, beau dans son costume de marié, promettant l'amour éternel à la femme qui m'avait effacé de sa vie. J'ai pleuré. J'ai pleuré pour l'enfant qu'il avait été, pour l'homme qu'il était devenu, pour la mère qui n'était plus la bienvenue dans son monde. J'ai pleuré pour tous les rêves que j'avais eus pour ce jour, pour toutes les fois où je m'étais imaginé danser au mariage de mon fils, fière et heureuse de le voir avoir trouvé l'amour. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté éveillé à penser à tout ce que j'avais pu faire de mal, à tous les moments où j'aurais pu agir différemment. Avais-je été trop affectueuse? Trop présente? Avais-je élevé un fils ingrat ou avais-je simplement perdu face à une femme plus intelligente et manipulatrice que moi? Le lendemain matin, tôt, le téléphone a sonné. C'était Raoul. Mon cœur s'est emballé en pensant qu'il avait peut-être retrouvé l'amour qu'il avait pour moi, qu'il voulait peut-être s'excuser et recommencer à zéro. « Bonjour, maman » a-t-il dit d'une voix joyeuse, comme si rien ne s'était passé. « Comment tu vas ?»« Bien » ai-je menti. « Et le mariage ?»« Parfait. » Tout s'est passé exactement comme Claudia le voulait. C'était très élégant, très beau. Tu aurais aimé. Tu aurais aimé, comme si j'avais choisi de ne pas y être, comme si mon absence était ma décision et non une exclusion volontaire et cruelle. Je suis contente de l'entendre, ai-je dit, même si respirer me faisait mal. Dis, maman, a-t-il enchaîné avec cette voix décontractée qu'il utilisait pour demander des faveurs, on est en train de faire les valises pour la lune de miel et j'ai eu une idée géniale. Mon cœur s'est serré. Je savais que quelque chose de mauvais arrivait, mais je n'imaginais pas à quel point. Quelle idée, ai-je demandé. Eh bien, tu sais que j'ai toujours adoré ta maison de la plage. Claudia l'a vue et, même si elle dit qu'elle est petite, elle pense que ça pourrait être romantique pour une lune de miel. Et si tu nous prêtais les clés pour 2 semaines? Le monde s'est arrêté. Mon fils, qui ne m'avait pas invité à son mariage, qui m'avait exclu du jour le plus important de sa vie, qui avait laissé sa femme m'humilier pendant des années, me demandait maintenant de lui prêter ma maison pour célébrer un mariage où je n'avais pas été la bienvenue. Ma maison de la plage, mon refuge, mon lieu sacré où j'allais guérir des blessures qu'il m'avait lui-même causées. Il voulait que je la lui offre pour célébrer son amour pendant que je resterais seul avec ma douleur. « Tu m'as entendu, maman » me demanda-t-il en voyant que je ne répondais pas. « Je t'ai parfaitement entendu » lui répondis-je avec un calme que je ne me connaissais pas. « Alors, qu'est-ce que tu dis? Tu nous prêtes les clés ?» Cette question a changé quelque chose en moi pour toujours. À cet instant, la mère que j'avais été est morte, et une nouvelle femme est née. Une femme qui avait appris, de la façon la plus douloureuse qui soit, que l'amour inconditionnel n'est pas toujours réciproque, et que la dignité vaut plus que de maintenir des liens qui détruisent l'âme. Laisse-moi y réfléchir, lui dis-je. Je t'appelle après. J'ai raccroché, et pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans ma cuisine pendant des heures. Ce n'était plus de la tristesse que je ressentais. C'était autre chose, quelque chose qui grandissait en moi comme une tempête silencieuse. C'était de la clarté. Pour la première fois depuis des années, je voyais la situation exactement telle qu'elle était, sans le filtre de l'amour aveugle de mère qui m'avait empêché de voir la réalité. Mon fils ne me respectait pas, sa femme me méprisait, et maintenant, après m'avoir exclu du moment le plus important de leur vie, il avait l'audace de me demander de lui prêter ma maison pour célébrer un amour construit sur mon humiliation. Je me suis levé de table et suis allé dans ma chambre. J'ai ouvert le tiroir où je gardais mes documents importants et j'ai sorti l'acte de propriété de ma maison de plage. Je l'ai lu ligne par ligne, me rappelant chaque paiement que j'avais fait, chaque sacrifice que représentait chaque mensualité. 20 ans de ma vie étaient inscrits sur ce papier. 20 ans à travailler les samedis et dimanches, à manger du riz avec des haricots pour économiser, à me priver de petits plaisirs pour avoir quelque chose qui soit entièrement à moi. Cette maison était plus qu'une propriété, c'était mon indépendance, ma sécurité, la preuve qu'une femme seule pouvait s'en sortir avec dignité. Et maintenant, mon fils voulait que je la prête à la femme qui avait planifié, étape par étape, de m'effacer de sa vie. Ce soir-là, j'ai appelé ma sœur Hilda.
Hilda avait toujours été plus directe que moi, moins tolérante face au manque de respect. Pendant des années, elle avait essayé de m'avertir sur le comportement de Raoul, mais je l'avais toujours défendu. Je trouvais toujours des excuses pour justifier ses actes. Marisla m'a-t-elle dit dès que je lui ai raconté ce qui s'était passé, ce garçon est complètement perdu et tu as été bien trop gentil avec lui. C'est mon fils, Hilda, lui ai-je répondu, mais ma voix n'avait plus la même conviction qu'avant. Être ton fils ne lui donne pas le droit de te traiter comme une servante, répondit-elle avec cette fermeté qui la caractérisait. Tu sais ce que je ferai à ta place. Je lui donnerai une leçon qu'il n'oubliera jamais. Ce garçon a besoin de se rappeler d'où il vient et qui l'a mis là où il est. J'ai raccroché avec Hilda, mais ces mots sont restés dans ma tête. Une leçon qu'il n'oublierait jamais. Mais quel genre de leçon? Comment enseigner l'humilité à quelqu'un qui a complètement oublié ses racines? Ce soir-là, en préparant le dîner pour une seule personne, j'ai eu une idée. Simple, élégante, et parfaitement juste. Si Raoul voulait ma maison pour sa lune de miel, il allait la voir, mais pas comme il l'imaginait. Le lendemain matin, de bonne heure, j'ai conduit jusqu'à ma maison de plage. Je n'y étais pas allé depuis un mois, depuis la dernière fois où j'avais pleuré et réfléchi en paix. J'ai parcouru chaque pièce, me remémorant tous les moments heureux passés là-bas. Les week-ends à lire sur la terrasse, les dîners en regardant le coucher de soleil, les nuits à écouter les vagues en planifiant l'avenir. Je me suis assise sur la terrasse et j'ai sorti mon téléphone. Il était temps d'appeler Raoul. « Bonjour maman » répondit-il avec cette voix joyeuse qu'il utilisait quand il espérait de bonnes nouvelles. « Bonjour, mon fils » lui ai-je dit avec toute la tranquillité du monde. « J'ai réfléchi à ce que tu m'as demandé. »« Et alors ? Tu peux me donner les clés de la maison ?» J'ai entendu son cri de joie à l'autre bout du fil. « Maman, tu es la meilleure. Claudia va être tellement contente. »« Merci beaucoup. »« De rien » ai-je répondu, mais j'ai une condition. « Bien sûr, dis-moi. »« J'ai besoin que tu viennes chercher les clés en personne aujourd'hui, et je veux mieux connaître Claudia en tant que ta femme. Invitez-moi à dîner ce soir pour fêter ça. » Il y a eu un silence. Je savais qu'il calculait si ça valait la peine de supporter un dîner avec moi en échange de 2 semaines gratuites à la plage. « D'accord, » dit-il finalement. « On vient à 20h. »« Parfait, je vous attends. » Après avoir raccroché, je suis rentré en ville. J'avais beaucoup de choses à faire et très peu de temps pour les accomplir. Ma première halte fut à la banque, je devais faire un virement important. La deuxième, dans une boutique de cadeaux chic du centre commercial le plus luxueux de la ville. J'y ai passé 1 heure à choisir la boîte parfaite. Elle devait être élégante, du genre que Claudia approuverait. J'ai fini par trouver une magnifique boîte en velours violet avec un nœud doré. Elle coûtait plus que ce que je dépensais en nourriture en 1 semaine, mais chaque centime en valait la peine. De retour à la maison, j'ai tout préparé avec le même soin que pour les dîners de famille. J'ai mis ma plus belle nappe, sorti la vaisselle réservée aux grandes occasions. J'ai allumé des bougies. Si c'était le dernier dîner que je partageais avec mon fils comme la mère que j'avais été jusqu'à ce jour, je voulais qu'il soit mémorable. À 20h précises, ils sont arrivés. Raoul souriait, visiblement heureux d'obtenir la maison gratuitement. Claudia portait une robe rose qui coûtait plus cher que mon loyer mensuel, et ce faux sourire que je connaissais si bien. « Marisla » me dit-elle avec cette voix douce qu'elle utilisait pour m'insulter, « comme tu es jolie, et quelle odeur si familiale dans ta maison. » Familiale, une façon élégante de dire que mon repas sentait la cuisine simple et bon marché par rapport au restaurant luxueux où elle avait l'habitude de dîner. « Merci » et lui ai-je répondu avec un vrai sourire. « J'espère que vous apprécierez le dîner. » Pendant le repas, Claudia parla longuement du mariage. Elle décrivit chaque détail avec précision, les fleurs qui avaient coûté $2000, la robe importée de France, le groupe venu spécialement de la capitale, les invités importants. C'était exactement comme je l'avais rêvé étant enfant, dit-elle en me regardant droit dans les yeux. Un mariage parfait, sans aucun élément qui détonne avec l'élégance de l'événement. Sans aucun élément qui détonne, comme moi. Comme la mère travailleuse qui avait élevé le marié. Comme la femme qui avait tout sacrifié pour que ce jour soit possible. Je suis très heureuse que ça ait été parfait, lui dis-je avec une sincérité absolue. Raoul semblait mal à l'aise, mais comme toujours, il ne dit rien pour me défendre. Après le dîner, en prenant le café, j'ai sorti la belle boîte violette que j'avais préparée. Avant de vous donner les clés, je veux vous offrir un cadeau de mariage.
Les yeux de Claudia se sont illuminés en voyant la boîte chère. Je savais qu'elle se demandait combien elle avait coûté, et quelle sorte de bijoux ou d'objets de valeur elle contenait. Tu n'avais pas besoin de te donner cette peine, maman, a dit Raoul, mais il avait l'air curieux. J'insiste, dis-je en posant la boîte sur la table. Ouvre-la, Claudia. Claudia prit la boîte avec des mains impatientes. Elle l'ouvrit lentement avec ce sourire plein d'attente de quelqu'un qui s'apprête à recevoir quelque chose de précieux. Mais quand elle vit le contenu, son expression changea complètement. À l'intérieur, enveloppées dans du papier de soie, se trouvaient les clés de ma maison de plage. Juste les clés. Rien d'autre. Les clés? Dit Claudia d'une voix confuse. Juste les clés, ai-je confirmé avec un sourire serein. Les clés de ma maison que vous pourrez utiliser pendant 2 semaines parce que je vous le permets. Les clés de la maison que j'ai achetée avec mon travail et mes sacrifices. Les clés que je vous prête parce que, malgré tout, Raoul reste mon fils. Le silence à table était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Claudia regardait les clés comme si c'étaient des serpents venimeux. Raoul me regardait sans vraiment comprendre ce qui venait de se passer, mais sentant que quelque chose avait changé. Je ne comprends pas l'intérêt de ça, dit Claudia d'une voix tendue. L'intérêt, dis-je en me levant de table, c'est de vous rappeler que tout ce que vous avez, tout ce que vous profitez, tout ce qui vous permet de vivre comme vous vivez, vient du sacrifice de personnes comme moi. Des personnes qui ont travaillé honnêtement pour que vous puissiez avoir une vie confortable. Claudia se leva brusquement. Je n'ai pas à écouter ça. Tu as raison, lui répondis-je avec un calme parfait. Tu n'as rien à écouter. Tu peux partir quand tu veux. Mais si tu veux utiliser ma maison, tu emporteras ces clés avec la claire compréhension qu'elles sont un cadeau de la femme que tu as méprisée pendant des années. Maman, intervint Raoul enfin. Je crois que tu exagères. Exagérer? Lui ai-je demandé en le regardant droit dans les yeux. J'exagère quand je dis que vous ne m'avez pas invité à ton mariage? J'exagère quand je dis que ta femme m'a manqué de respect dans ma propre maison pendant des années? J'exagère quand je dis que tu me parles comme si j'étais une employée qui te doit des services? Raoul ne répondit pas. Il ne pouvait pas répondre, car chaque mot que je venais de dire était la pure vérité. Prenez les clés, leur dis-je, profitez de votre lune de miel. Mais chaque fois que vous ouvrirez cette porte, chaque fois que vous vous assiérez sur cette terrasse, chaque fois que vous verrez la mer depuis cette maison, souvenez-vous de qui l'a payée et pourquoi je vous la prête. Claudia prit les clés avec des mains tremblantes de colère. Partons, dit-elle à Raoul. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, j'ajoutai une dernière chose. Ah, et quand vous reviendrez de votre lune de miel, j'attends que vous me rapportiez les clés en main propre. J'ai encore quelque chose à vous dire. Ils partirent sans dire au revoir. J'entendis la voiture s'éloigner et je restai debout dans mon salon, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, je me sentais puissante. Les jours qui suivirent ce dîner furent les plus tranquilles que j'ai eus depuis des mois. Aucun appel de Raoul, aucun message, aucun contact. C'était comme s'il avait disparu de la surface de la terre, emportant avec lui toute la tension et la douleur que je traînais depuis si longtemps. Le premier matin, je me levai différente, plus légère, mais aussi plus forte. Je préparais mon café comme toujours, mais au lieu de penser aux problèmes avec mon fils, je pensais à moi. Quand avais-je fait quelque chose pour mon seul plaisir pour la dernière fois? Quand avais-je pris une décision sans me demander d'abord comment cela affecterait Raoul? Je décidai d'aller faire du shopping. Pas pour la maison, pas pour préparer un dîner pour des invités, mais pour moi. Je m'achetai une magnifique robe jaune qui me faisait me sentir élégante, des chaussures confortables pour marcher, et un livre que je voulais lire depuis des mois. Je dépensais pour moi sans ressentir la moindre culpabilité, pour la première fois depuis des années. Cet après-midi-là, ma sœur Hilda m'appela. Raoul t'a déjà appelé? Me demanda-t-elle directement. Non, répondis-je, et je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse. Comment tu te sens? C'était une question simple, mais il me fallut quelques secondes pour répondre. Comment je me sentais? Triste? En colère? Coupable? Je me sens en paix, répondis-je finalement, surprise moi-même par ma réponse. Bien, dit Hilda avec satisfaction, il était temps que tu te rendes compte de ta valeur. 5 jours passèrent avant que je n'aie de leurs nouvelles. Ce ne fut pas Raoul qui m'appela, mais Claudia. Sa voix sonnait différente, moins sûre d'elle, moins condescendante. Bonjour, Marislav, me dit-elle.
Et je remarquai tout de suite qu'elle avait cessé de prononcer mon nom avec l'intonation méprisante qu'elle utilisait toujours. Bonjour, Claudia, répondis-je avec une parfaite tranquillité. Nous sommes à la maison de plage, continua-t-elle. Je voulais te remercier de nous l'avoir prêté. Me remercier. C'était la première fois en 3 ans que cette femme me remerciait pour quelque chose. De rien, répondis-je. Vous profitez bien de votre lune de miel? Oui, beaucoup, dit-elle, mais quelque chose dans sa voix ne sonnait pas complètement heureux. La maison est vraiment magnifique. La vue sur la mer est spectaculaire. Je suis contente de l'entendre, répondis-je, attendant de voir où cette conversation allait mener. Après une pause, Claudia reprit. Est-ce qu'on peut parler quand on rentrera? Raoul et moi avons beaucoup discuté ces derniers jours et je crois qu'il y a des choses à clarifier. Des choses à clarifier. C'était intéressant de voir comment 2 semaines dans ma maison, à respirer le même air que moi, à dormir dans le lit que j'avais acheté, à utiliser la vaisselle que j'avais choisie, avait commencé à changer sa perspective. Bien sûr, dis-je. Quand vous reviendrez, nous pourrons discuter. Je raccrochai avec un sourire. Je savais exactement ce qui s'était passé, Claudia avait vécu dans ma maison, utilisé mes affaires, profité du fruit de mon travail, et pour la première fois, elle avait dû affronter la réalité de qui j'étais et de ce que j'avais accompli. C'était facile de mépriser quelqu'un quand on le voyait juste comme un obstacle. C'était plus difficile de le mépriser quand on vivait littéralement grâce aux fruits de ses efforts. Pendant ces 2 semaines, je me consacrais à des choses que je repoussais depuis des années. Je réorganisais toute ma maison, je donnais des vêtements que je ne portais plus, je peignis le salon en vert doux, une couleur qui m'avait toujours plu mais que je n'avais jamais osé choisir parce que je pensais que Raoul n'aimerait pas. Je sortis aussi plus. J'acceptais l'invitation de ma voisine Aline pour aller danser dans un club pour personnes de notre âge. Cela faisait plus de 10 ans que je n'avais pas dansé, et je découvris que je savais encore bouger au rythme de la musique. Je ris plus cette nuit-là que pendant tous les mois précédents réunis. Tu es radieuse, me dit Aline en rentrant, comme si tu t'étais libérée d'un poids. C'est exactement ce que je ressens, répondis-je. Le jour où ils rentrèrent de leur lune de miel, Raoul m'appela tôt le matin. Bonjour maman, dit-il. Sa voix était différente, moins assurée, moins autoritaire. Bonjour mon fils, répondis-je. On peut venir te voir cet après-midi? Claudia et moi voulons te parler. Bien sûr. À quelle heure? À 18h, ça te va? Parfait. Je passais la journée à me préparer mentalement à ce qui allait venir. Je ne savais pas exactement ce que j'attendais de cette conversation, mais je savais qu'elle serait importante. Je mis ma nouvelle robe jaune, coiffai mes cheveux, et me maquillai un peu. Je voulais être belle, pas pour les impressionner, mais pour moi. Ils arrivèrent à l'heure. Raoul avait l'air plus humble que je ne l'avais vu depuis des années. Et Claudia, elle avait l'air mal à l'aise, mais pas avec cette arrogance habituelle. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait beaucoup réfléchi et qui n'aimait pas les conclusions auxquelles elle était arrivée. Bonjour maman, me dit Raoul en me serrant dans ses bras, plus chaleureusement qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Bonjour, Marisla, me dit Claudia, et je remarquai qu'elle me regardait dans les yeux en parlant, chose qu'elle faisait rarement avant. Nous nous assîmes dans le salon. Il y avait un silence tendu, comme si nous savions tous que quelque chose d'important allait se passer, mais que personne ne savait comment commencer. Finalement, ce fut Claudia qui parla en premier. Marisla commença-t-elle, et sa voix tremblait légèrement. Je veux te présenter mes excuses. Ces mots restèrent suspendus dans l'air. En 3 ans, je ne l'avais jamais entendu s'excuser pour quoi que ce soit. Des excuses, pourquoi? Demandai-je, même si je savais très bien pourquoi. Pour tout, dit-elle, et pour la première fois, je vis des larmes dans ses yeux. Pour la façon dont je t'ai traité, pour les choses que j'ai dites, pour ne pas t'avoir invité au mariage. Je regardai Raoul. Il avait la tête baissée, fixant ses mains. Et toi? Lui demandai-je. Tu as quelque chose à dire? Raoul leva la tête et me regarda avec des yeux pleins de douleur. Maman, dit-il d'une voix brisée, j'ai été le pire fils du monde. Non, répondis-je fermement, tu n'as pas été le pire fils du monde. Tu as été un fils perdu, qui avait oublié ses valeurs. Mais ça peut changer. Ces jours passés dans ta maison, continua-t-il, on a beaucoup parlé. Claudia m'a fait voir des choses que je ne voulais pas admettre, comment je t'avais traité, comment j'avais laissé les autres te traiter. Je regardai Claudia, surprise.
C'est toi qui lui as fait comprendre ça? Claudia hocha la tête, les larmes coulant librement sur ses joues. Être dans ta maison a changé ma perspective, dit-elle. Voir tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as construit avec ton travail, lire les livres sur tes étagères, voir les photos de Raoul Petit, comprendre vraiment qui tu étais et ce que tu avais sacrifié pour lui. On a trouvé une boîte avec toutes mes notes d'université, ajouta Raoul. Toutes conservées avec soin, et les photos de ma remise de diplôme où tu avais l'air si fier. Et j'ai réalisé que j'avais essayé d'effacer la personne qui m'aimait le plus au monde. J'ai aussi trouvé les reçus des paiements de la maison, dit Claudia. 20 ans de paiement. 20 ans de travail pour avoir quelque chose à toi. Et j'ai compris que moi, qui n'avais jamais travaillé un seul jour de ma vie, je méprisais une femme qui avait accompli plus par ses propres efforts que je n'avais accompli avec tous mes privilèges. C'était étrange d'entendre Claudia parler avec autant d'honnêteté. C'était comme si ces 2 semaines dans ma maison l'avaient dépouillée de tous les masques qu'elle portait habituellement. Je n'ai jamais eu à sacrifier quoi que ce soit, continua-t-elle. Mes parents m'ont tout donné. Je n'ai jamais su ce que c'était que de travailler, parce que je n'en ai jamais eu besoin. Mais être dans ta maison, utiliser les choses que tu as achetées avec tant d'efforts, m'a fait comprendre ce que signifiait vraiment le sacrifice. Et ça m'a fait comprendre, ajouta Raoul, que j'avais échangé la femme la plus forte que je connaisse contre l'approbation de personnes qui ne m'aimeront jamais comme toi tu m'aimes. Les mots de mon fils m'atteignirent droit au cœur. Pas parce que c'était ce que je voulais entendre, mais parce qu'ils sonnaient totalement sincères. « Qu'est-ce que vous voulez de moi maintenant » leur demandai-je. « On veut une chance, dit Raoul. Une chance de repartir à zéro, de faire les choses correctement. Nous voulons que tu saches, ajouta Claudia, que nous comprendrons si tu ne peux pas nous pardonner. Nous comprendrons si tu as besoin de temps, mais nous espérons que tu nous donneras une occasion de te prouver que nous pouvons changer. » Je restai silencieuse quelques minutes, pensive. Il était tentant de dire oui immédiatement, de les prendre dans mes bras et de faire semblant que rien ne s'était passé. Mais j'avais appris quelque chose d'important ces dernières semaines, que le véritable amour exige parfois des limites claires. Je vais être honnête avec vous, leur dis-je enfin, vous m'avez profondément blessé et je ne peux pas simplement oublier ça parce que vous vous sentez mal aujourd'hui. Ils acquiescèrent tous les deux, attendant la suite. Je peux pardonner, et je peux vous donner une chance, mais ce sera à mes conditions. Et dis-nous lesquelles, répondit Raoul immédiatement. D'abord, dis-je en regardant Claudia, je veux des excuses publiques. Je veux que tu appelles ta famille et que tu leur expliques pourquoi tu m'as exclu du mariage. Je veux que tu admettes que c'était injuste et cruel. Claudia déglutit, mais hocha la tête. Ensuite, continuai-je en regardant Raoul, je veux que tu viennes dîner avec moi tous les dimanches pendant les 6 prochains mois. Juste toi et moi, sans téléphone, sans distraction. Je veux retrouver la relation que nous avions. C'est d'accord, dit-il sans hésiter. Et enfin, les regardai-je tous les deux, la prochaine fois que vous me manquerez de respect, d'une quelconque manière, ce sera la dernière fois que vous me verrez. Il n'y aura pas de seconde chance après celle-ci. Compris, répondirent-ils en chœur. Je me levai et les pris dans mes bras. Maintenant, leur dis-je, voulez-vous rester dîner? Pour la première fois depuis des années, le sourire de Raoul fut entièrement sincère. J'adorerais, maman. Les mois suivants furent comme réapprendre à marcher après une blessure grave. Nous savions tous que les choses avaient changé de façon irréversible, mais aucun de nous ne savait exactement à quoi ressemblerait cette nouvelle version de notre famille. C'était un territoire inconnu pour nous tous. Le premier dimanche où Raoul vint dîner seul fut étrange. Cela faisait si longtemps que nous n'avions pas partagé un repas sans la présence intimidante de Claudia que nous avions presque oublié comment nous parler. Les premières minutes, nous parlâmes de choses superficielles, le temps, son travail, ma santé. Puis, petit à petit, à mesure que la tension se dissipait, réapparurent des fragments du fils que je connaissais. « Tu te souviens, me dit-il en mangeant le poulet au mol, son plat préféré depuis l'enfance, quand tu m'emmenais à la plage le dimanche après la messe. » Bien sûr que je m'en souviens, répondis-je. Tu aimais chercher des coquillages et prétendre que c'étaient des trésors de pirates. Et toi, tu faisais toujours semblant qu'ils étaient réels, dit-il avec un sourire nostalgique. Tu me disais que si j'en trouvais assez, on pourrait acheter un bateau et devenir pirate ensemble. J'en ai encore quelques-uns, de ces coquillages, dis-je. Je les ai gardés dans une boîte, dans mon placard. Il resta silencieux un moment, mâchant lentement. Pourquoi tu les as gardés? Demanda-t-il. Parce que c'étaient des cadeaux d'amour, répondis-je simplement. Les cadeaux d'amour ne se jettent jamais.
Je vis ses yeux se remplir de larmes. Maman, dit-il d'une voix tremblante, comment as-tu pu me pardonner? C'était une question que je m'étais moi-même posée bien des fois ces dernières semaines. Parce que tu es mon fils, répondis-je, et parce que j'ai vu que ton regret était sincère. Mais surtout, parce que j'ai compris que garder de la rancune me faisait plus de mal à moi qu'à toi. Je ne mérite pas ton pardon, murmura-t-il. Peut-être pas, dis-je honnêtement, mais moi, je mérite la paix que donne le pardon. Au fil des semaines, nos dîners du dimanche devinrent des sortes de séances de thérapie improvisées. Raoul me parlait de la pression qu'il avait ressentie en entrant dans le monde de Claudia, de la façon dont il avait commencé à voir son passé comme une honte plutôt que comme une force qu'il avait façonnée. Je lui racontais ma solitude, les nuits passées à pleurer en me demandant ce que j'avais mal fait comme mère. La famille de Claudia ne m'a jamais accepté complètement, me confia-t-il un après-midi. Ils m'ont toujours vu comme le pauvre garçon qui avait réussi à entrer dans leur cercle. Et au lieu de me défendre et de défendre d'où je venais, j'ai essayé de changer pour m'intégrer. Et ça a marché? Demandai-je. Non, admit-il. Ça n'a jamais marché. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, ma façon de parler, mes références culturelles, mes goûts. Je suis devenu quelqu'un que je ne reconnaissais plus et, malgré ça, je n'ai jamais été assez bien pour eux. Et Claudia, dans tout ça? Demandai-je. Raoul soupira profondément. Claudia a beaucoup changé après avoir passé du temps dans ta maison. Je crois que, pour la première fois de sa vie, elle a compris ce que signifiait le travail dur et le sacrifice, et elle a réalisé qu'elle s'était comportée exactement comme ses parents, en méprisant ceux qui avaient réussi sans privilège. C'était vrai. Claudia avait nettement changé depuis son retour. Les rares fois où je l'avais vue, elle se comportait différemment, plus humble, plus respectueuse, plus attentive à ses paroles et à ses gestes. Un après-midi, environ un mois après cette première conversation, Claudia m'appela pour me demander si elle pouvait venir me voir seule. Bien sûr, répondis-je, curieuse de savoir ce qu'elle voulait me dire. Elle arriva cet après-midi-là habillée beaucoup plus simplement que d'habitude, un jean et un chemisier blanc, sans les bijoux voyants qu'elle portait toujours. Elle paraissait normale, comme une personne ordinaire, pas comme la princesse inaccessible qu'elle avait semblé être pendant des années. Marisla, dit-elle après s'être assise, je veux te raconter quelque chose que je n'ai même pas dit à Raoul. Je t'écoute, répondis-je. Pendant qu'on était dans ta maison, commença-t-elle, j'ai beaucoup réfléchi à ma vie, à la façon dont j'ai été élevée, à ce que mes parents m'ont appris sur la valeur des gens. Elle fit une pause, comme si continuer lui coûtait. Mes parents m'ont appris que les gens valent en fonction de ce qu'ils possèdent, pas de ce qu'ils sont. Ils m'ont appris que ceux qui travaillent avec leurs mains sont inférieurs à ceux qui travaillent avec leur esprit. Ils m'ont appris que l'argent hérité vaut plus que l'argent gagné. Et tu as cru ça? Me demandai-je sans la juger. Je l'ai cru parce que je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui me prouve le contraire, répondit-elle. Jusqu'à ce que je te rencontre, toi. Son honnêteté me surprit. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Lui demandai-je. Beaucoup de petites choses, dit-elle, mais il y a eu un moment précis. J'étais dans ta cuisine, je préparais du café avec la cafetière, et j'ai vu une note collée sur le frigo. C'était une liste de choses que tu voulais acheter pour la maison, avec les prix à côté. Je me souvenais de cette liste. Je l'avais faite des mois auparavant, en calculant combien je devrais économiser pour faire quelques améliorations. J'ai vu que tu avais écrit lampe neuve pour le salon, $45 et, à côté, travailler 3 shifts supplémentaires, continua Claudia. Et je me suis rendu compte que, pour toi, cette lampe représentait 3 jours de travail en plus. 3 jours à te lever tôt, à te fatiguer davantage, à sacrifier ton temps libre. C'est comme ça quand on n'a pas d'argent de côté, lui répondis-je simplement. Exactement, dit-elle. Et moi, je n'avais jamais eu à penser comme ça. Pour moi, $45, c'était ce que je dépensais dans un café sans réfléchir, mais pour toi, c'était 3 jours de travail. Et ça t'a fait réfléchir? Ça m'a fait comprendre que tu valorisais les choses d'une façon que je n'avais jamais apprise. Que chaque objet de ta maison avait une histoire d'effort derrière lui. Et je me suis rendu compte que je méprisais quelqu'un qui avait accompli plus avec moins de moyens que moi avec tous mes privilèges. C'était une conversation profonde et honnête. Pour la première fois, j'avais l'impression de connaître la vraie Claudia, pas la version artificielle qu'elle avait affichée pendant des années. Qu'est-ce que tu veux faire de cette nouvelle perspective? Lui demandai-je. Je veux changer, répondit-elle avec détermination.
Je veux devenir une meilleure personne et je veux que tu m'apprennes. Que je t'apprenne quoi? À valoriser les choses, à travailler pour obtenir ce que je veux, à ne rien prendre pour acquis. C'était une demande étrange, mais sincère. Tu es sûr? Demandai-je. Parce qu'apprendre à valoriser les choses, ça veut aussi dire apprendre à vivre sans certaines d'entre elles. J'en suis sûr, répondit-elle sans hésitation. Au fil des semaines suivantes, Claudia commença à venir me voir régulièrement, pas pour les dîners du dimanche avec Raoul qui restait notre moment privé mais pour ce que nous avons fini par appeler des leçons de vraie vie. Je lui appris à cuisiner, non pas des plats élaborés, mais des repas simples et nourrissants qui ne coûtaient pas une fortune. Je lui ai appris à faire des budgets, à comparer les prix au supermarché, à réparer les choses au lieu de les remplacer immédiatement. Pourquoi tu répares cette chaise au lieu d'en acheter une nouvelle? M'a demandé un jour Claudia pendant que je ponçais et peignais une vieille chaise en bois que j'avais depuis des années. Parce que cette chaise a une bonne structure, lui ai-je expliqué. Elle a juste besoin d'un peu de soin pour paraître comme neuve. Pourquoi dépenser $100 pour une chaise neuve quand je peux rendre celle-ci parfaite avec seulement quelques dollars de peinture? Je n'y avais jamais pensé, admis-elle. Et puis, ajoutai-je, cette chaise a une histoire. C'est la première que j'ai achetée quand j'ai emménagé dans cette maison. Elle est avec moi depuis 15 ans. La jeter, ce serait comme jeter un morceau de mon histoire. Je vis comment elle réfléchissait à cette idée, comment elle commençait à comprendre que les choses pouvaient avoir une valeur au-delà de leur prix. Le plus grand changement arriva quand Claudia décida de chercher un travail. Elle n'avait jamais travaillé de sa vie, mais elle voulait savoir ce que signifiait gagner son propre argent. Mes parents sont furieux, me raconta-t-elle un après-midi. Ils disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi je veux m'abaisser à travailler alors que je n'en ai pas besoin. Et qu'est-ce que tu leur as répondu? Lui demandai-je. Que je voulais comprendre ce que mon mari et ma belle-mère avaient vécu toute leur vie. Que je voulais être une personne complète, pas seulement une décoration coûteuse dans la vie de quelqu'un. Elle trouva un emploi de réceptionniste dans une clinique médicale. Ce n'était pas un travail prestigieux, mais c'était honnête, et c'était son premier salaire gagné à la sueur de son front. Marisla, cria-t-elle avec excitation le jour où elle reçut son premier paiement. Regarde. Elle me montra son chèque comme si c'était un prix Nobel. Qu'est-ce que ça te fait? Lui demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse rien qu'à voir son visage. C'est incroyable, dit-elle. C'est comme si j'étais enfin une vraie personne. Ce soir-là, Claudia emmena Raoul dîner avec son premier salaire, mais pas dans un restaurant chic comme d'habitude. Elle l'emmena dans une petite taqueria simple, où la nourriture était délicieuse et les prix justes. Je ne l'avais jamais vue aussi heureuse, me confia Raoul le dimanche suivant. C'était comme si elle avait découvert un super pouvoir qu'elle ignorait avoir. Et toi, comment tu te sens avec tous ces changements? Lui demandai-je. Je me sens enfin comme si j'avais une vraie épouse, répondit-il, pas une princesse qu'il faut entretenir, mais une compagne qui peut affronter la vie à mes côtés. C'était beau de voir leur relation se transformer. Ce n'était plus Raoul essayant désespérément d'impressionner une femme inaccessible, mais deux adultes construisant ensemble une vie basée sur de vraies valeurs. Mais le changement le plus significatif arriva 3 mois plus tard, quand Claudia fit quelque chose de complètement inattendu, elle organisa un second mariage. Je ne l'appris pas directement. Je tombai dessus par hasard, en entendant Raoul parler au téléphone à quelqu'un des préparatifs de la cérémonie. Au début, je ressentis une douleur familière, cette même peur qu'il s'agisse encore d'une autre cérémonie à laquelle je ne serais pas invité. Avait-ce été, tout ce temps, une réconciliation jouée pour me tromper? Mais je décidai de ne pas sauter aux conclusions. J'avais appris à leur laisser le bénéfice du doute, au moins jusqu'à avoir tous les faits. 2 jours plus tard, ce fut Claudia qui vint me parler. Marislav, me dit-elle, plus sérieuse que je ne l'avais jamais vue, j'ai quelque chose de très important à te demander. Et dis-moi, répondis-je, me préparant mentalement à tout. Raoul et moi voulons nous marier de nouveau, commença-t-elle, mais cette fois, on veut le faire bien. On veut une vraie cérémonie avec les personnes qui comptent vraiment dans nos vies. Mon cœur se mit à battre plus vite, mais je gardai une expression neutre. Et quel rapport avec moi? Lui demandai-je. Nous voulons que ce soit toi qui m'amènes à Raoul, dit-elle, la voix légèrement tremblante. Je restai sans voix. Dans toutes les cérémonies que j'avais vues, c'était toujours le père de la mariée qui la conduisait à l'autel. C'était une tradition ancienne, symbolique, presque sacrée. Je ne comprends pas, lui dis-je enfin.
Mes parents ne seront pas présents à ce mariage, expliqua Claudia. Quand je leur ai dit que je voulais une cérémonie simple, que je voulais t'inviter, que je voulais que ce soit basé sur l'amour vrai et pas sur l'affichage d'un statut social, ils ont refusé d'y participer. Et ils ont refusé? Me demandai-je, stupéfaite. Ils ont dit qu'ils ne s'abaisseraient pas à assister à un mariage dans un jardin public avec des gens de classe ouvrière. Ils ont dit que si je voulais me marier comme une paysanne, je pouvais le faire sans leur présence. C'était cruel, mais pas surprenant, connaissant la famille de Claudia. Et comment tu te sens par rapport à ça? Me demandai-je. Ça me fait mal, admit-elle, mais ça me libère aussi. Ça me libère de l'obligation de me travestir pour obtenir leur approbation. Et pourquoi veux-tu que ce soit moi qui t'accompagne? Claudia resta silencieuse un moment, comme si elle choisissait soigneusement ses mots. Parce que tu es la personne qui a le plus lutté pour l'amour dans cette famille. Parce que tu es celle qui m'a appris ce que signifie un engagement réel. Et pourquoi? Parce que je veux que tu saches que maintenant, je comprends la valeur de ce que tu as toujours donné. Les larmes commencèrent à couler sur mes joues, sans que je puisse les retenir. Et puis, ajouta-t-elle avec un sourire timide et techniquement, c'est toi qui donnes ton fils à moi, pas moi à lui. Tu me confies le plus grand cadeau que tu aies jamais eu, ton fils. Et je veux te promettre publiquement que je vais en prendre soin comme tu l'as fait toute sa vie. C'était un geste tellement beau, tellement significatif, que je ne savais pas quoi répondre. Raoul est d'accord avec ça? Me demandai-je. C'était son idée, répondit-elle. Il a dit qu'il voulait que la personne la plus importante de sa vie soit celle qui nous donne sa bénédiction. Cette nuit-là, je ne pus pas dormir. Je repensais à tout ce qui s'était passé, au chemin émotionnel parcouru par notre famille, à la distance que nous avions franchie depuis cet horrible appel téléphonique, des mois plus tôt. La cérémonie fut prévue pour être petite, mais pleine de sens, 20 personnes en tout, quelques amis proches de Raoul, mes sœurs, quelques collègues de Claudia, et les rares membres de sa famille qui avaient soutenu sa décision de changer de vie. Claudia choisit une robe simple, couleur ivoire, qu'elle avait achetée avec son propre salaire. Ce n'était pas une robe de créateur coûtant des milliers de dollars, mais quelque chose de beau et d'élégant qu'elle pouvait payer avec son emploi de réceptionniste. « Elle te plaît ?» me demanda-t-elle en l'essayant devant moi. « Tu es magnifique, répondis-je sincèrement. Mais plus que ça, tu es toi-même. » C'est la première fois de ma vie que je me sens moi-même, répondit-elle. La cérémonie eut lieu dans un petit jardin public avec vue sur la mer. Claudia avait insisté pour que ce soit près de l'océan, pour que ça me rappelle ma maison de plage, l'endroit où avait commencé sa transformation. Le jour du mariage, je me levai tôt et m'habillai avec un soin particulier. Je choisis une robe verte achetée spécialement pour l'occasion. Je coiffai mes cheveux et me maquillai légèrement. Je voulais être belle, pas seulement pour la cérémonie, mais parce que je savais que ce jour serait l'un des plus importants de ma vie. Quand j'arrivai au jardin, Claudia était déjà là, nerveuse mais rayonnante. Elle s'approcha de moi et me prit dans ses bras. « Merci » me souffla-t-elle à l'oreille. « Merci de m'avoir donné une seconde chance. »« Merci à toi » répondis-je d'avoir pris cette chance et d'en avoir fait quelque chose de beau. La cérémonie fut simple mais émouvante. L'officiant parla du véritable amour, de l'importance de la famille, de la valeur du pardon et de la seconde chance. Quand vint le moment de remettre la mariée, je me levai. Claudia prit mon bras et nous avançâmes ensemble vers Raoul qui nous attendait. Mon fils n'avait jamais été aussi beau, mais plus que ça, il semblait en paix. Il ressemblait à l'homme que j'avais toujours espéré qu'il devienne. Arrivé à l'hôtel, l'officiant prononça la formule traditionnelle. « Et qui remet cette femme à cet homme ?» Moi, répondis-je d'une voix claire et forte, et en même temps, je remets aussi mon fils, pour qu'il fonde une nouvelle famille basée sur l'amour, le respect et de vraies valeurs. Je mis la main de Claudia dans celle de Raoul et les regardai tous les deux. Prenez soin l'un de l'autre, leur dis-je, respectez-vous toujours et rappelez-vous que le véritable amour n'est pas seulement un sentiment, mais une décision que vous prenez chaque jour. Ils avaient tous les deux les larmes aux yeux en hochant la tête. La cérémonie continua avec des vœux qu'ils avaient eux-mêmes écrits. Raoul promit de ne plus jamais avoir honte de ses origines, de ne plus jamais permettre que quelqu'un manque de respect à sa famille et d'être l'époux que Claudia méritait. Claudia promit de continuer à grandir en tant que personne, de valoriser ce qu'ils avaient et d'aimer Raoul exactement comme il était, sans essayer de le changer pour qu'il corresponde aux attentes des autres. Quand l'officiant les déclara mari et femme, le baiser qu'ils échangèrent fut différent de toutes les marques d'affection que j'avais pu voir avant. Il était sincère,
rempli d'amour véritable, et non une simple démonstration sociale. Pendant la réception, qui consistait en un repas simple dans le même jardin, Raoul vint vers moi. « Maman, me dit-il, je veux que tu saches que c'est le plus beau jour de ma vie. Pas à cause du mariage en soi, mais parce que je sens enfin que j'ai une vraie famille. » « Tu as toujours eu une vraie famille, lui répondis-je. Tu avais juste perdu de vue ce que cela signifiait. Je ne le perdrai plus jamais, me promit-il. Ce soir-là, en rentrant chez moi après la célébration, je m'assis sur ma terrasse avec une tasse de thé et je réfléchis à tout ce qui s'était passé. Depuis cet appel téléphonique douloureux jusqu'à ce beau jour, nous avions parcouru un chemin que personne n'aurait pu prévoir. J'avais appris que parfois, le plus grand amour que l'on puisse donner est de fixer des limites claires, que pardonner ne signifie pas oublier, mais choisir de ne pas porter le poids de la rancune, et que les gens peuvent vraiment changer quand ils sont prêts à faire le difficile travail d'examiner leurs propres actes et leurs valeurs. Mais plus que tout, j'avais retrouvé mon fils, pas le fils parfait que j'avais idéalisé, mais le vrai fils, avec ses défauts et ses qualités, qui avait appris de ses erreurs et s'était engagé à devenir meilleur. Les mois qui suivirent le second mariage furent comme vivre dans un monde totalement nouveau. La transformation n'avait pas touché que Claudia et Raoul. Moi aussi, j'avais changé. Je n'étais plus la mère qui sacrifiait tout sans jamais poser de questions, qui acceptait n'importe quel traitement juste pour maintenir la paix familiale. J'avais appris à me valoriser, à fixer des limites et, curieusement, cela avait rendu mes relations plus solides, pas plus fragiles. Raoul respectait religieusement nos dîners du dimanche. Chaque semaine, il arrivait à l'heure, à 18h, et pendant ces heures-là, nous étions juste mère et fils, reconstruisant la confiance perdue. Nous parlions de tout, de son travail, de ses rêves, de ses peurs, des erreurs qu'il avait commises et de la façon dont il travaillait pour devenir une meilleure personne. « Tu sais ce qu'il y a de plus étrange ?» me dit-il un dimanche en mangeant le poulet mijoté qui était son plat préféré depuis l'enfance. « Maintenant que j'ai une vraie relation avec toi, je me sens plus sûr de moi dans tous les aspects de ma vie. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» lui demandai-je. Avant, quand j'essayais de cacher d'où je venais, je me sentais toujours comme un imposteur, comme si à tout moment quelqu'un allait découvrir que je n'appartenais pas vraiment à ce monde élégant. Mais maintenant que j'accepte mon histoire, que je parle avec fierté de ma mère qui a tant travaillé pour m'élever, je me sens authentique. L'authenticité donne toujours plus de sécurité que de jouer un rôle, lui dis-je. Exactement. Et au travail, mes collègues me respectent plus maintenant qu'ils connaissent ma véritable histoire. Avant, ils pensaient que je n'étais qu'un autre garçon privilégié. Maintenant, ils savent que je suis arrivé là par mes propres mérites, avec des sacrifices et des efforts. C'était vrai. Raoul avait commencé à parler ouvertement de ses origines modestes, de la façon dont sa mère célibataire l'avait élevé, des sacrifices qu'ils avaient faits ensemble pour arriver là où ils étaient. Et loin de lui nuire professionnellement, cela lui avait valu le respect sincère de ses collègues et supérieurs. Claudia aussi continua sa transformation. Après plusieurs mois comme réceptionniste, elle fut promue assistante administrative. Son patron avait remarqué sa détermination, sa ponctualité et sa volonté d'apprendre de nouvelles choses. Pour la première fois de sa vie, elle se construisait une réputation grâce à ses propres efforts. « Mes anciens amis ne comprennent pas ce qui m'est arrivé », me confia-t-elle un après-midi en venant me rendre visite. « Ils disent que je suis devenu banal, que j'ai perdu ma classe. »« Et comment tu le vis ?» lui demandai-je. Au début, ça me faisait mal, admit-elle, mais ensuite j'ai compris que ce n'étaient jamais vraiment mes amis. C'étaient des gens qui étaient avec moi parce que je correspondais à un certain standard social, pas parce qu'ils me connaissaient vraiment ou me valorisaient comme personne. « Et tu t'es fait de nouveaux amis ?» Oui, répondit-elle avec un vrai sourire, au travail, à la salle de sport où je vais maintenant, dans le cours de cuisine que je prends. Ce sont de vraies personnes, avec de vrais problèmes et de vraies joies. Les conversations sont bien plus intéressantes quand elles ne se limitent pas à qui a acheté quoi ou on est parti en vacances. C'était magnifique de la voir s'épanouir. La femme froide et calculatrice que j'avais connue des années auparavant avait été remplacée par quelqu'un de chaleureux, de sincère et, étonnamment, de drôle. Quand elle riait maintenant, son rire atteignait ses yeux. Quand elle parlait, ses mots avaient du sens. Un jour, environ 6 mois après le second mariage, Claudia arriva chez moi avec une proposition inattendue. « Marislav, me dit-elle avec un sérieux qui m'alarma, je veux te demander quelque chose, mais je ne veux pas que tu te sentes obligé de dire oui. » « Dis-moi, lui répondis-je, intrigué. Raoul et moi avons parlé d'acheter une maison, commença-t-elle.
Nous avons économisé, et avec nos 2 salaires, nous pouvons déjà nous permettre la compte pour quelque chose de petit mais joli. C'est merveilleux, lui dis-je sincèrement. Mais nous ne voulons pas acheter n'importe quelle maison, continua-t-elle. Nous voulons acheter ta maison de plage. Je restai totalement surprise. De toutes les choses que j'aurais pu imaginer qu'elle me demande, celle-là ne figurait même pas sur la liste. Ma maison de plage? Répétai-je. Nous savons ce que cette maison signifie pour toi, dit-elle rapidement. Nous savons tout le travail que tu y as mis, tout ce que tu as sacrifié pour l'obtenir. C'est pourquoi nous voulons te l'acheter au juste prix du marché, pas te la demander comme une faveur. Mais pourquoi cette maison en particulier? Lui demandai-je. Parce que c'est là que ma transformation a commencé, répondit-elle, les yeux brillants. C'est là que j'ai appris à valoriser ce qui compte vraiment. C'est là que Raoul et moi avons eu les conversations les plus honnêtes de notre relation. Cette maison a une signification spéciale pour nous et nous voulons préserver cette signification. Elle ajouta. Et nous voulons que tu aies toujours accès à cette maison quand tu veux. Nous voulons que tu saches que tu auras toujours un endroit où te reposer, réfléchir, être en paix. C'était une proposition touchante et généreuse, mais aussi une décision difficile. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, leur dis-je. Bien sûr, répondit Claudia. Prends tout le temps qu'il te faut. Les semaines suivantes, je n'arrêtais pas d'y penser. Cette maison avait été mon refuge pendant si longtemps, mon lieu sacré où j'allais guérir et réfléchir. Mais plus j'y pensais, plus je réalisais qu'elle avait rempli son rôle pour moi. Elle m'avait donné la paix quand j'en avais besoin, m'avait offert un lieu pour gérer mes émotions dans les moments les plus durs et avait été le décor où ma famille avait commencé à se reconstruire. Désormais, cette maison pouvait servir à quelque chose d'encore plus beau, devenir le foyer où mon fils et sa femme construiraient leur nouvelle vie ensemble, où peut-être ils élèveraient mes futurs petits-enfants, où ils continueraient à grandir en tant que personne et en tant que couple. De plus, l'argent de la vente me donnerait une sécurité financière que je n'avais jamais eue. Je pourrais économiser pour ma retraite, peut-être voyager un peu ou simplement avoir la tranquillité de ne pas m'inquiéter pour l'argent dans mes vieux jours. 3 semaines plus tard, je les appelai pour leur donner ma réponse. J'ai décidé de vous vendre la maison, leur dis-je quand ils vinrent dîner. Ils crièrent de joie et m'enlacèrent. Mais j'ai quelques conditions, ajoutai-je. Celles que tu veux, dirent-ils en même temps. Première condition, je veux faire partie du processus de décoration. Cette maison a une histoire et je veux m'assurer que vous compreniez et respectiez cette histoire. Absolument, dit Claudia. Deuxième condition, je veux que vous me promettiez que si un jour vous décidez de vendre la maison, vous me donnerez la première option pour la racheter. Promis, dit Raoul. Et troisième condition, ajoutai-je avec un sourire, je veux que vous m'invitiez à y passer les longs week-ends au moins une fois par mois. Ce n'est même pas une condition, s'exclama Claudia, c'est exactement ce qu'on espérait. Le processus de vente fut émouvant, mais beau. Pendant que j'emballais mes affaires personnelles de la maison, Claudia et Raoul m'aidaient, et chaque objet déclenchait une histoire, un souvenir que je partageais avec eux. Cette coquille, je l'ai trouvée le premier jour où je suis venu ici après avoir acheté la maison, leur dis-je en emballant un coquillage particulièrement joli. J'étais si heureuse d'avoir un endroit à moi au bord de la mer que j'en avais pleuré de joie. Je veux que tu la prennes, dit Claudia, mais je veux aussi que tu racontes cette histoire à mes enfants quand j'en aurai, pour qu'ils connaissent la grand-mère qui a travaillé si dur pour avoir cette maison. Ces paroles me touchèrent en plein cœur. L'idée d'être grand-mère, d'avoir des petits-enfants qui grandiraient en connaissant et respectant mon histoire, me remplit d'un bonheur que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le jour où nous avons signé les papiers de la vente, j'ai pleuré, non pas de tristesse, mais d'un mélange complexe de nostalgie, de fierté et d'espoir. Je fermais un beau chapitre de ma vie pour en ouvrir un nouveau, encore plus beau. Ce soir-là, Raoul et Claudia m'emmenèrent dîner dans mon restaurant préféré pour célébrer. Pendant le repas, Raoul me remit une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. « Ouvre-la » me dit-il avec un sourire mystérieux. À l'intérieur, il y avait un acte de propriété, mais ce n'était pas celui de la maison de plage. C'était celui d'un petit appartement dans un immeuble neuf, près du centre-ville. « Je ne comprends pas, dis-je, confuse. « C'est ton nouveau chez toi, expliqua Claudia. Nous l'avons acheté pour toi avec une partie de l'argent que nous avions économisé pour la maison de plage. Mais je ne vous ai pas demandé ça, protestai-je. On le sait, dit Raoul, mais on veut que tu aies un nouvel endroit pour commencer cette nouvelle étape de ta vie. Un endroit moderne, confortable, sans escalier à monter,
près de tout ce dont tu as besoin et près de nous, ajouta Claudia. C'était un cadeau si généreux, si inattendu, que je ne savais pas quoi dire. Et en plus, dit Raoul avec un sourire malicieux, l'immeuble a une terrasse sur le toit avec vue sur la mer. Ce n'est pas la même chose que ta maison de plage, mais on a pensé que tu aimerais pouvoir voir l'océan depuis ton nouveau chez toi aussi. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, dans mon ancienne maison pour la dernière fois, j'ai senti que ma vie entrait dans une phase complètement nouvelle, une phase où j'étais respecté, valorisé et aimé comme je l'avais toujours mérité. Aujourd'hui, 2 ans après ce coup de téléphone qui a tout changé, je suis assise sur la terrasse de mon nouvel appartement, regardant le coucher du soleil sur la mer tout en buvant mon café de l'après-midi. À 68 ans, je peux dire avec certitude que ce sont les années les plus pleines et les plus heureuses de ma vie. Mon nouveau logement est parfait pour cette étape, moderne, confortable, avec ascenseur et proche de tout ce dont j'ai besoin. Mais plus encore, c'est un symbole de ce que j'ai appris, qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour exiger le respect que tu mérites, pour construire la vie que tu veux vraiment. Raoul et Claudia ont transformé mon ancienne maison de plage en un beau foyer. Ils en ont respecté l'essence, mais y ont ajouté leur touche personnelle. Le jardin est plein de fleurs que Claudia a plantées de ses propres mains. Jamais je n'aurais pensé voir cette jeune femme, arrivée il y a des années avec des ongles parfaits et des mains qui n'avaient jamais touché la terre, faire cela. Ils ont tenu leur promesse de m'inviter régulièrement. Chaque mois, je passe un long week-end avec eux. Nous cuisinons ensemble, nous marchons sur la plage et nous discutons des heures sur cette terrasse où tout a commencé à changer. Mais maintenant, les conversations sont différentes, plus de tension, plus de paroles à double sens, plus de silence gênant. Il y a un amour sincère, un respect mutuel et la paix d'une famille qui a appris à se valoriser. Claudia a continué à évoluer professionnellement. Après 1 an comme assistante administrative, elle a décidé d'étudier pour devenir technicienne comptable. Aujourd'hui, elle travaille dans un petit cabinet où elle est appréciée pour son dévouement et son honnêteté. Elle a récemment gagné un prix d'employé du mois et m'a montré le certificat avec la même fierté que j'avais quand Raoul me montrait ses notes à l'université. « Tu sais ce qu'il y a de plus incroyable ?» m'a-t-elle dit le week-end dernier. Mes parents ont finalement décidé de me connaître. Pas la version artificielle que j'étais avant, mais la personne que je suis maintenant. Et comment ça s'est passé? Lui demandai-je. Bizarre au début, admit-elle, mais quand ils m'ont vu parler avec passion de mon travail, quand ils ont vu comme je suis heureuse avec Raoul, quand ils ont compris que je n'avais pas perdu ma classe mais que j'avais trouvé mon caractère, ils ont commencé à respecter ma décision. Ça me fait plaisir de l'entendre, lui dis-je sincèrement. Même ma mère m'a demandé si tu pouvais lui apprendre à faire des tamales, ajouta-t-elle en riant. Apparemment, après avoir goûté ce que j'avais fait en suivant ta recette, elle a décidé qu'elle voulait apprendre à cuisiner de la vraie nourriture. Raoul aussi a continué à progresser. Il a reçu une promotion importante au travail, précisément parce que ses patrons valorisent son authenticité et son éthique. Ce n'est plus le jeune homme qui cachait ses origines, mais un homme fier de son histoire et de ses réussites. Les dimanches avec toi, c'est la meilleure chose que j'ai faite, m'a-t-il confié récemment. Non seulement j'ai retrouvé ma mère, mais j'ai retrouvé mon identité. Nos dîners dominicaux restent sacrés. Ce ne sont plus des séances de thérapie comme au début, mais simplement du temps de qualité entre mère et fils. On parle de tout et de rien, on rit. Parfois on pleure en repensant aux moments difficiles, mais on finit toujours par être reconnaissant pour le chemin parcouru ensemble. La semaine dernière, j'ai reçu la plus belle nouvelle, je vais être grand-mère. Claudia est enceinte de 3 mois et, quand ils me l'ont annoncé, j'ai pleuré de pur bonheur. Nous voulons que tu saches, m'a dit Raoul, que notre enfant grandira en connaissant toute l'histoire de sa grand-mère. Il saura ce qu'est le sacrifice, le travail dur, la dignité et l'amour inconditionnel. Et il apprendra à valoriser les choses, ajouta Claudia, parce que nous allons l'élever avec les valeurs que tu nous as enseignées. J'ai décidé d'écrire mon histoire. Pas pour la publier, mais pour la laisser à mon futur petit enfant. Je veux qu'il sache exactement comment nous en sommes arrivés là, quelles erreurs nous avons commises, quelles leçons nous avons apprises et pourquoi il est important de ne jamais avoir honte d'où l'on vient. Dans ces pages, mon petit enfant trouvera l'histoire d'une femme qui a travaillé toute sa vie pour offrir le meilleur à son fils, qui a été profondément blessé par l'ingratitude, mais qui a eu le courage d'exiger du respect et la sagesse de pardonner quand le repentir était sincère. Il y trouvera aussi l'histoire d'un fils qui s'est perdu en chemin, qui a échangé l'amour inconditionnel de sa mère contre l'approbation superficielle d'étrangers, mais qui a eu l'humilité de reconnaître son erreur et le courage de faire ce qu'il fallait pour réparer les dégâts.
et il y trouvera l'histoire d'une jeune femme qui a grandi avec des privilèges mais sans valeur, qui a appris que la véritable élégance ne vient pas de l'argent mais du caractère, et qui a découvert que le travail honnête et l'amour sincère valent plus que toutes les richesses du monde. Mais plus que tout, il y trouvera l'histoire d'une famille qui s'est brisée puis reconstruite, plus forte qu'avant, parce qu'elle a appris que le véritable amour ne signifie pas tout accepter, mais exiger le respect mutuel que nous méritons tous. Il y a peu, ma voisine Aline m'a demandé si je regrettais d'avoir été aussi dur avec Raoul et Claudia lorsqu'ils m'avaient manqué de respect. Jamais lui ai-je répondu sans hésiter. C'est la meilleure chose que j'ai faite pour nous tous. Pourquoi? Parce que je leur ai appris que les actes ont des conséquences, que l'amour n'est pas inconditionnel quand il s'agit du respect de base, et qu'il n'est jamais trop tard pour changer si on le veut vraiment. Maintenant, alors que je regarde les lumières du coucher de soleil se refléter sur l'eau, je pense à tout ce que j'ai appris ces dernières années. J'ai appris que fixer des limites n'est pas de la cruauté, mais de l'amour-propre. Que pardonner ne veut pas dire oublier, mais choisir de ne pas porter le poids de la rancune. Que les gens peuvent vraiment changer lorsqu'ils sont prêts à faire le difficile travail d'examiner leurs propres actions. Mais plus que tout, j'ai appris qu'il ne faut jamais avoir honte de qui tu es ou d'où tu viens. Le travail honnête, le sacrifice par amour, le dévouement à la famille sont des valeurs qui ne se démodent jamais. Et toute personne qui te fait te sentir inférieur à cause de ces valeurs ne mérite tout simplement pas une place dans ta vie. Mon téléphone sonne. C'est Raoul. Salut maman. Comment tu vas? Très bien, mon fils. Et vous? Parfait. Ça te dirait qu'on vienne te voir demain? Claudia a une envie de thé tamal, et apparemment, le bébé aussi. Je ris. Bien sûr. Je vous attends à 18h. Je t'aime maman. Et moi aussi je t'aime, mon fils. Je raccroche le téléphone et je souris. Demain, mon fils et sa femme viendront chez moi, non pas parce qu'ils ont besoin de quelque chose, mais parce qu'ils veulent être avec moi. Ils viendront manger la nourriture que je prépare avec amour, me raconter leur vie, m'inclure dans leurs projets d'avenir. Le soleil est complètement couché maintenant, et les premières étoiles commencent à apparaître dans le ciel. Je me lève de ma chaise, je prends ma tasse de café vide et je rentre chez moi. Demain sera un autre beau jour, plein d'amour, de respect et de dignité, exactement comme il se doit. Et si mon histoire peut servir à quelqu'un pour comprendre qu'il n'est jamais trop tard pour exiger le respect que tu mérites, alors chaque larme, chaque moment difficile, chaque décision douloureuse aura totalement valu la peine. Parce qu'au bout du compte, nous méritons tous d'être aimés et respectés pour ce que nous sommes vraiment, et nous ne devons jamais nous contenter de moins.